sera plus simple pour toi. Et donc qui va être auprès de Tsering. Et puis, nous devions accueillir aussi Tchenko, donc, qui est jeune bhoutanais, qui est moniteur de ski, hein, qui vit à Chamonix, moniteur de ski, mais qui travaille à la piscine de Chamonix et qui n'a pas pu se libérer. Voilà. Mais donc, il faut savoir que Tchenko, eh bien, va représenter le Bhoutan au prochain Jeux olympiques à Milan l'année prochaine. Donc Sabine, à qui je vais laisser la parole, va nous présenter ce petit pays. Bonjour à tous, merci d'être là. On va commencer par allumer cet engin. Voilà. Alors je vais vous emmener au pays du bonheur, en tout cas le Bhoutan, tel qu'on le surnomme actuellement. Et ce qui me tient à cœur, c'est de vous faire découvrir la politique de développement qu'il a mise en œuvre et qui est tout à fait originale dans le monde. C'est la politique du bonheur national brut. Et donc, je voudrais vous montrer comment ça fonctionne, qu'est-ce qui marche pas. Mais avant toute chose, je voudrais vous expliquer pourquoi ce pays m'a tant captivée, en tant que touriste d'abord, en tant que voyageuse, et puis après en tant que journaliste. Ça, c'est bien représenté par le petit slogan qui est peint sur ce mur, sur la place principale à Thimphu. Maintenant, il a disparu, mais à l'époque, il était là. Difference is beautiful. Et ce pays est indéniablement différent, et c'est vraiment ça qui m'a captivée là-bas. Et ça peut paraître peut-être anecdotique, mais je vais passer un petit peu en revue ce qui m'a semblé vraiment différent, original, et qui fait que quand on est au Bhoutan, on n'a pas l'impression d'être ailleurs, en fait. On ne se dit pas, tiens, ça ressemble à ceci ou à cela. On se dit, on est au Bhoutan. Alors, d'abord le situer, hein, parce que souvent on pense que le Bhoutan est voisin du Népal, mais non, il n'est pas voisin du Népal. Il est coincé entre le Tibet, aujourd'hui la Chine, et l'Inde. C'est un petit royaume d'Asie du Sud, donc. Il fait à peine 38 000 km², donc c'est à peu près la taille de la Belgique ou de la Suisse, mais il n'est peuplé que de 760 000 habitants. Il a la particularité de n'avoir jamais été colonisé, et ça c'est vraiment intéressant d'aller dans des pays qui n'ont pas été colonisés par les Occidentaux quand on est voyageur, parce que ça n'implique pas un pied qu'on peut avoir parfois. Et puis il a été autarcique jusque dans les années 70. Alors j'aime bien cette carte parce qu'elle permet de voir où se situe le Bhoutan. Oups, je vais trop vite. Voilà. Vous voyez la petite flèche en bas à droite, la petite flèche orange? Eh bien, elle se situe là. Et donc ça permet de bien voir toute la chaîne himalayenne et l'endroit où se trouve le Bhoutan. On peut aussi bien imaginer le pays escalier que ça représente. Alors quand on est au Bhoutan, on commence à 100 mètres d'altitude dans les plaines indiennes et puis on monte petit à petit pour avoir des vues comme celle-ci, qui a été prise au col de Dochula, qui est un col que tous les touristes prennent en général lorsqu'ils vont au Bhoutan. Et par temps clair, on peut avoir une vue comme ça sur les cimes himalayennes. C'est vraiment magnifique. Alors là, j'ai mis une autre photo satellite qui permet de bien voir justement cette montée au moins de 100 mètres, disons, d'altitude. On a des plaines qui sont très fertiles, on peut voir des bananiers, des oranges, des cultures qu'on trouve dans ce genre de climat. Et puis petit à petit, on monte, et puis on peut accéder jusque... Enfin, le Bhoutan va jusqu'à plus de 7000 mètres, 7700 mètres à peu près. Donc, vous pouvez imaginer, sur cette longueur que fait le Bhoutan, à peu près 150 km, depuis les plaines jusqu'au sommet, vous imaginez comme ça grimpe. Et ça se retrouve évidemment lorsqu'on voyage au Bhoutan, parce qu'on grimpe beaucoup, et on tournicote autour des montagnes et des vallées, parce que les montagnes ne sont pas trouées, percées par des tunnels. Alors, ce qu'il a de particulier,
une nature préservée. Et vraiment, c'est une très 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 belle nature qu'on trouve là-bas. Ça n'empêche pas d'avoir comme partout des problèmes de déchets, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui happe quand on est au Bhoutan. Et la préservation de la nature, elle est notamment due au fait qu'avant, enfin on l'associe souvent au bouddhisme, parfois au bouddhisme, mais ça vient même d'avant de la religion pré-bouddhique et de l'animisme qui avait cours et qui a cours encore actuellement au Bhoutan, qui fait que lorsqu'on se trouve dans les forêts ou quand on voit une rivière, et bien tout ça est peuplé d'esprits ou de déités. Et donc, évidemment, on préserve ces lieux-là. On se retrouve aussi face à des montagnes comme celle-là, qui se trouvent, on la voit depuis la ville de Gassa, pas la ville, la petite ville de Gassa. On a vraiment accès à de très très belles, très très beaux sommets himalayens. C'est magnifique. Alors, c'est le seul État bouddhiste tantrique indépendant au monde. Donc, il appartient entre guillemets à la sphère du bouddhisme tibétain. Et la culture et la tradition religieuse est encore vraiment très bien ancrée au Bhoutan. Ça en fait évidemment une de ses spécificités, une de ses originalités dans la région, c'est que voilà, il est indépendant. Alors, dans les monastères, on trouve aussi, on en voit de moins en moins au Tibet, parce que maintenant, les enfants ne sont plus autorisés dans les monastères au Tibet, mais au Bhoutan, il y a encore beaucoup d'enfants qui vont pour recevoir un enseignement sur place. Alors, deuxième spécificité que j'aime vraiment beaucoup au Bhoutan, c'est son architecture qui est vraiment très originale. Alors on le retrouve dans les maisons, mais comme ici dans les forteresses qu'on appelle les zones, qui ont la particularité d'accueillir à la fois le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel. Donc ça c'est vraiment très particulier, même si les deux sont séparés, et cela est garanti par la Constitution aujourd'hui. Lorsqu'on pénètre dans un dôme, on trouve à la fois donc, les temples et puis tout ce qui est lié à l'administration. Ce zone-là est un zone, si vous avez été au Bhoutan ou si vous comptez y aller, c'est un zone que vous allez voir parce qu'il est vraiment très, très, très beau, très couru et il vaut vraiment la peine, il vaut vraiment le déplacement. Il se trouve à la confluence de deux rivières, mâle et femelle, et c'est un environnement vraiment splendide. Alors on peut trouver aussi, c'est le zone de Punakha, on peut trouver aussi des zones dans des endroits beaucoup plus reculés, comme vous voyez ici, essayez de le repérer, il est en bas à droite, c'est le zone de Gassa. Alors il y a des forteresses comme ça dans toutes les vallées, hein, en fait. Et en fait, on ne se lasse pas. En tout cas, moi, je ne me lasse pas de les visiter chacun, parce qu'ils ont tous leur spécificité et tous leur originalité, en fait. Allô, allô. C'est help. Ça marche. Alors, le style aussi est unique. Je pense que nulle part au monde, vous ne verrez des gens habillés de la sorte. Alors, les hommes portent le go. C'est cette sorte de robe qui est nouée à la taille et qui est remontée, qui se porte au genou avec, vous voyez, ils portent des chaussettes parfois et des très belles chaussures ou des baskets si on va se promener en montagne et puis parfois des bottes aussi, de très très belles bottes brodées. Et puis les femmes portent cet habit-là, ça peut être porté en robe, ça s'appelle la kira. Et pour la petite histoire, la dame qui est là est très connue au Bhoutan. C'est Tsokyé Tsobo Kharchoum, qui est une ancienne Miss Bhoutan et qui est devenue une actrice très célèbre et, comme vous le voyez, qui est très très belle. Autre particularité du Bhoutan, c'est le sport national, le tir à l'arc. Mais pas n'importe quel tir à l'arc, parce que là, vous voyez des arcs en carbone, mais on peut aussi tirer à l'arc avec des arcs en bois. Mais surtout, la particularité, c'est que la cible
elle se trouve à 145 mètres de distance. Donc c'est bien plus loin que la distance olympique. Et franchement, quand on le voit en réel, on se demande comment ils arrivent à atteindre la cible. Et ils y arrivent parfaitement bien. Et ça donne lieu à des danses et des réjouissances lorsque la cible est atteinte. Autre sport qu'on voit aussi pas mal le week-end ou dans les jours de fête, etc., c'est cette espèce de fléchette, de jeu de fléchettes, le koro. Vous voyez, les flèches sont lestées d'une sorte de bout de bois. Et là aussi, la cible se trouve vraiment très loin. Elle est à 25 mètres. Pour des fléchettes, c'est loin. Et ça marche. Donc voilà. Autre originalité du Bhoutan, c'est les animaux, mais en particulier le taquin. Ceci est un taquin. La légende dit qu'il a été fabriqué, conçu avec des os de chèvre et de vache. Donc, il aurait une tête de chèvre et un corps de vache. On trouve ce taquin essentiellement au Bhoutan, ça déborde évidemment dans les pays avoisinants, mais voilà, c'est un animal du lieu. Alors, on trouve aussi des tigres. Moi, je n'en ai jamais vu, donc je vous ai mis une peinture qui se trouve dans un dzong. Mais il y a le tigre du Bengale, est très présent au Bhoutan. Il est très préservé. Vous avez en haut à gauche des grues à col noir. Ces grues, elles viennent passer l'hiver au Bhoutan. Elles viennent du Tibet. Et on peut les voir notamment dans la vallée de Phobjikha. Si vous voulez aller, que vous êtes là l'hiver, n'hésitez pas. C'est très impressionnant de voir toutes ces grues en fond de vallée. Et elles repartent une fois que le printemps s'installe et qu'elles peuvent repasser l'Himalaya dans l'autre sens. Il y a évidemment des yaks, comme vous le voyez ici en bas. Et puis, je ne sais pas, un jour, je suis tombée sur ce chien qui était tout bizarre. Et donc, j'ai trouvé je ne sais pas d'où il sortait. Mais c'est l'occasion d'indiquer qu'il y a énormément de chiens errants au Bhoutan. Vous en trouvez, y compris dans les villes, beaucoup. Et moi, je trouve qu'ils ont la particularité de dormir le jour et d'aboyer la nuit. Et il faut s'y faire. Donc, soit on prend des boules caisses, soit on s'habitue. Moi, je trouve qu'on peut s'habituer très bien. Ils font partie du paysage. Alors, la vie culturelle est aussi très dynamique au Bhoutan. Il y a des festivals tout au long de l'année en fonction du calendrier lunaire. Et si vous envisagez un voyage au Bhoutan, c'est chouette si vous pouvez programmer ça à un moment où vous pouvez assister à un festival. C'est vraiment, qu'il soit petit ou grand, comme cette photo qui est issue du festival Thimphu, c'est vraiment un moment très particulier, très chouette à vivre. Et vous le voyez, qui est très suivi par la population aussi. C'est pas que quelque chose que les touristes vont voir. Évidemment, nous allons le voir parce que ça vaut vraiment la peine. Mais c'est quelque chose qui est vécu profondément par la population. Alors là, cette photo-là, en fait, elle est un petit peu particulière parce que vous voyez, ils ont l'air assez amusants. Ce sont des clowns qui viennent faire des intermèdes entre les danses masquées. Ça ne se voit pas trop dessus, à part sur celui du milieu, mais vous pouvez deviner qu'il tient un phallus dans ses mains. Voilà, là c'est d'autres festivals. À gauche, c'est le festival de Punakha. À droite, celui de Dephenphu, tout près de Thimphu. Oui. Et vous voyez encore en bas à droite le clown qui vient un petit peu désamorcer l'atmosphère. Alors, je vous parlais de ce que portait la Tsara dans ses mains. C'est un pays où on voit énormément de phallus peints sur les murs, ou bien accrochés en pendentif, ou bien accrochés aux quatre coins du toit d'une maison, par exemple. Voilà, c'est un signe de protection, c'est un signe de bon augure, c'est évidemment aussi lié à la fertilité. On le trouve plus particulièrement, on le voit beaucoup plus dans la vallée de Punakha, où se trouve notamment un temple Shinyakan, qui est le temple de la fertilité. Et donc ne soyez pas surpris si vous tombez là-dessus, ça arrive régulièrement. Alors le plan national, autre spécificité, nulle part ailleurs vous avez un plan national comme ça, s'il veut bien arriver, voilà. Il est composé de piment. Le piment est considéré comme un légume en fait.
et mélangé avec une sauce au fromage. Alors nous, on le goûte très parcimonieusement, mais voilà, les Bhoutanais sont capables de manger ça à leur faim, et ça vaut la peine d'essayer, en tout cas, c'est une expérience intéressante. C'est aussi un pays sans feu rouge. Le grand carrefour, entre guillemets, de Thimphu est géré par un policier ganté de blanc qui s'exerce à une sorte de danse. C'est très chorégraphique, c'est voilà, presque. C'est un pays où vous ne trouverez pas de publicité, pas de panneaux publicitaires, et c'est un pays où la cigarette est interdite. Alors, on voit des gens fumer en cachette, mais la cigarette est interdite. Et puis, surtout, voilà pourquoi je suis là et ce que j'ai envie de vous raconter, c'est le seul pays qui ose le bonheur national brut. Et ça, quand même, c'est audacieux. Parce que dans le monde actuel, c'est difficile de ne pas faire passer avant le revenu et la croissance devant le reste et devant le bonheur de la population. Alors, comme petite intro, je voudrais juste signaler que le bonheur, on peut l'appréhender sous deux angles. Hein, le bonheur comme finalité personnelle, et là on le trouve notamment dans une citation du Dalai Lama, je vous la lis. « Nous sommes tous des êtres humains ayant le même désir inné d'éviter la souffrance et de trouver le bonheur. » On peut aussi le trouver ailleurs, parce que souvent on pense que c'est qu'une idée qui est essentiellement asiatique, mais non, pas du tout. Ça se trouve aussi, vous voyez, dans Aristote, Éthique Nicomaque, et puis ça se trouve aussi dans la Déclaration d'indépendance américaine. Alors, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis actuellement, c'est amusant de se rappeler que cette citation de Thomas Jefferson, « Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. » À bon entendeur. Et puis, on peut appréhender le bonheur comme une finalité politique et collective, et c'est ce qui est mis en place au Bhoutan. Et là, je vous cite Aristote, « Quel est le but que nous assignons à la politique et quel est le souverain bien de notre activité? Sur son nom, du moins, il y a un sentiment presque général, c'est le bonheur. » Mais les Bhoutanais y avaient pensé aussi, il y a bien longtemps déjà. Voilà. Dans le Code de loi de 1729, il était déjà indiqué ça. Si le gouvernement ne parvient pas à créer le bonheur de son peuple, il n'y a aucune raison pour que le gouvernement existe. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bonheur? C'est pas l'humeur passagère, tiens, je me suis acheté un nouveau smartphone, j'ai une nouvelle bagnole, ou je suis content parce que j'ai rencontré des amis hier et je me suis bien amusée. C'est vraiment un état de plénitude, on peut le dire comme ça, et un état de plénitude personnelle, mais qui ne s'accommode pas de la souffrance d'autrui et qui se vit en harmonie avec la nature. Donc voilà, cette politique qui a été mise en place, du bonheur national brut, là-bas on l'appelle Gross National Happiness, GNH. Ça, si vous avez le temps, si vous y avez été, vous avez vu sûrement cette dénomination là-bas. Alors d'où cette idée est-elle venue? Elle est venue dans la tête du 4e roi. Nous sommes actuellement au 5e. Ici, je vous ai mis une photo du 4e roi quand il était jeune. Vous voyez, il est très beau. Jigme Singye Wangchuk. Et lui avait été dans les années 70, lorsqu'il a perdu son père, qui est mort assez jeune, lui-même était encore adolescent. Et assez rapidement, un journaliste indien est venu un peu le titiller sur ce petit pays qui n'était quand même pas très riche. Et lui a répondu, ben, le bonheur national brut est plus important que le produit national brut, qui en effet était bas. Et donc, au fur et à mesure des années, ce roi, visionnaire, il faut bien le dire, a conçu petit à petit sa politique de développement. Donc là, il s'agit d'un développement équilibré, matériel et spirituel. Et ça a été développé au point de pouvoir l'inscrire dans une nouvelle constitution qui a été adoptée en 2008. Ici sur la photo, vous voyez, c'est la tanière du tigre, Taktsang. Et si vous allez au Bhoutan, vous irez certainement faire un pèlerinage sur place parce que c'est vraiment le clou du spectacle pour beaucoup de gens.
Alors le roi actuel, le voici, 5e roi, l'a dit d'une autre manière, le bonheur national brut, pour moi, ça signifie simplement le développement avec des valeurs. Voilà, c'est assez simple, c'est clair, c'est net. Donc en gros, il s'agit pour tous ceux qui ont envie d'être heureux de pouvoir avoir les conditions, c'est-à-dire que l'État est donner accès aux conditions pour pouvoir être heureux. Ça passe par exemple par l'éducation ou la santé. On ne peut pas être heureux si on n'a pas accès à ce genre de services-là. Donc l'État est chargé, non pas de dire bon, vous serez heureux de forcer les choses, mais de mettre en place les conditions indispensables au bonheur. Alors cette politique est axée sur 4 piliers. Le développement socio-économique durable et équitable, parce que oui, il y a quand même développement socio-économique, on n'est pas niais non plus. Ensuite, la conservation de l'environnement, la préservation et la promotion de la culture. Là, les Bhoutanais sont très soucieux de leur culture. Comme je vous l'ai dit au début, ils sont coincés entre la Chine et l'Inde, donc préserver sa culture, c'est pas toujours évident. Et puis alors, la question de la bonne gouvernance. Je vais revenir en détail là-dessus un petit peu plus tard. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne s'intéresse pas qu'au revenu. Le revenu, c'est qu'une partie des indicateurs, mais on s'intéresse à 9 domaines particuliers qui sont eux-mêmes déclinés en indicateurs et variables, et je vais vous les passer en revue. Donc, il y a le bien-être psychologique est pris en compte dans cette politique. Donc ça veut dire par exemple la satisfaction de vie ou la spiritualité. La santé, aussi bien la santé mentale que physique, ça c'est intéressant. L'utilisation du temps, ça je trouve ça vraiment terrible parce que nous qui avons tendance à travailler comme des malades et à plus avoir trop de temps personnel, mais là on veille à cet équilibre entre l'un et l'autre, en tout cas c'est un objectif. On s'intéresse aussi dans cette politique à l'éducation, évidemment. L'éducation a été généralisée, elle est gratuite pour tous, à la diversité culturelle, à la bonne gouvernance, bien sûr, ce qui passe par la mise en place de la démocratie et la lutte contre la corruption notamment, quoique la corruption ne soit pas extraordinairement élevée au Bhoutan, contrairement aux pays voisins, la vitalité communautaire, la résilience écologique et environnementale, et alors les standards de vie, les conditions de vie. Et donc c'est là qu'intervient les questions plus matérielles, de revenus, de conditions de vie, de logement. Donc vous voyez, c'est un tout petit indicateur parmi des tas d'autres choses qui sont prises en compte et qui sont très originales. Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir si les Bhoutanais sont heureux? C'est tous les 5 ans environ maintenant, ce calendrier a été un peu bouleversé avec le Covid, donc la dernière étude remonte à 2022. Des agents se promènent un peu partout dans le Bhoutan avec un gros questionnaire avec lequel ils interrogent la population pour savoir qu'est-ce qu'ils possèdent comme animaux, par exemple. Ou est-ce qu'ils ont ressenti de la jalousie les mois passés? Est-ce qu'ils ont eu un conflit avec des animaux sauvages? Combien est-ce qu'ils gagnent? Quel est leur logement? Est-ce qu'ils sont satisfaits de leur vie? Enfin, des tas de questions très très variées qui touchent à ces 9 domaines que je viens d'expliquer. Et à partir de là, est calculé un indice selon une formule mathématique qui a été mise au point par des experts que je ne suis pas. Et ce qu'on peut constater par contre, c'est que ça permet d'évaluer le développement du bien-être, de voir dans quelle mesure il progresse dans la population. Et voilà, les chiffres indiquent qu'il progresse. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer que le revenu national brut, la richesse progresse aussi. Parce que ce n'est pas parce qu'ils ont mis en place cette politique particulière que la richesse ne progresse pas. Et c'est pour ça que je vous ai mis ce chiffre de 3 700 $ de revenus par habitant dans l'Asie du Sud. C'est quand même énorme si on compare à l'Inde, 2700, au Népal, 1300. Donc, mettre en place cette politique du bonheur, qui est une politique de développement avec les valeurs, ben, ça n'empêche pas de devenir un peu plus riche au fil des années. Alors, dans cette enquête, ça permet aussi de sortir des pourcentages en fonction de
l'état de satisfaction des personnes. Alors, ce qui est intéressant aussi là-bas, c'est que les enquêteurs prennent en compte un seuil de suffisance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être heureux dans tous les domaines. Forcément, ça évolue aussi au cours de la vie. Par exemple, quand on gagne en âge, moi, on est bien dans la santé, par exemple, mais on est mieux dans d'autres, peut-être dans la spiritualité. Donc tout ça évolue avec le temps. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a un seuil de suffisance. Ce n'est pas toujours la poursuite d'avoir plus, ni plus d'argent, ni plus d'autre chose. Donc c'est important de tenir compte de ce seuil. Eux, ils l'ont fixé à 2/3. Donc 48% des personnes sont considérées comme largement heureuses. Et puis il y a 6,4 qui restent malheureuses. Parmi ces 6,4, on trouve plus de femmes que d'hommes, plus de personnes âgées que de jeunes, plus d'habitants des campagnes que d'habitants des villes, les plus pauvres, et pas seulement, les veufs, les divorcés, les séparés, les personnes handicapées. Alors, la dernière enquête, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré quand même des améliorations par rapport à la précédente. Donc, les conditions de vie se sont améliorées, l'accès aux services aussi, l'éducation aussi, je vous ai dit, c'est généralisé, donc forcément, il y a de plus en plus de gens qui vont à des études supérieures, les émotions positives aussi, et puis la vitalité communautaire, en particulier en milieu rural. Par contre, on a assisté à des dégradations, et la première, c'est un peu comme chez nous, en fait. C'est la santé mentale. Le stress ne s'arrête pas aux frontières du Bhoutan. Le stress, l'anxiété ou les dépressions. Voilà, ça c'est quelque chose qui est présent également. Après, parmi les dégradations, il y a aussi la vitalité politique, et ça c'est intéressant parce que c'est une jeune démocratie. Et malgré tout, on se rend compte que les élections, les gens, ils ne vont pas toujours de gaieté de cœur, mais je reviendrai sur cette question ultérieurement. Alors, les défis pour chacun des 4 piliers. Donc, je vous ai dit que le développement socio-économique, quand même un développement économique, il doit être durable et équitable, c'est-à-dire qu'il ne doit pas nuire à une partie de la population. Donc, par exemple, on ne va pas déplacer un village pour aller construire un barrage comme on peut faire en Chine. On procède autrement. Alors, la généralisation de l'éducation a eu un effet collatéral, en fait, auquel on ne s'attendait pas, c'est le chômage des jeunes. Parce qu'évidemment, lorsqu'on fait des études, on accède parfois à l'université, on peut aller faire des études à l'étranger aussi, hein, il y a des bourses pour partir à l'étranger. Et une fois que les jeunes ont fait des études, ils n'ont pas toujours envie de revenir à la campagne pour reprendre la ferme familiale, par exemple, ou ils n'ont pas envie d'effectuer de petits jobs. Ils veulent effectuer ce qu'ils considèrent comme des petits jobs. Ils veulent effectuer des jobs en col blanc. Et le problème, c'est que la fonction publique, elle est déjà énorme. Il y a 3 fois plus de fonctionnaires au Bhoutan qu'en France, par exemple, comparé à la population. Donc c'est un problème qui amène aussi de l'émigration. Au départ, le Bhoutan n'était pas un pays d'immigration, et maintenant, on voit pas mal de gens partir, notamment en Australie. Beaucoup sont partis ces dernières années en Australie. Voilà. C'est un pays où on commence à voir aussi, ça fait déjà quelques années, où on voit un petit peu de drogue aussi arriver, ou quand les gens sont un petit peu désœuvrés. Alors, pour ce qui est de la préservation de l'environnement, ce qu'il y a de fantastique, c'est que le Bhoutan, il est carbone négatif. Donc ça veut dire qu'il rejette moins de CO2 qu'il n'en absorbe. C'est un des rares pays au monde à être carbone négatif. Mais le pauvre, il n'a pas choisi l'endroit où il se trouve. Donc il se trouve en Himalaya, entre 2 géants très pollueurs, et dans un environnement, enfin on le voit aussi ici, avec la fonte des glaciers et tout ce que ça entraîne comme conséquence pour les vallées en aval. Fonte des glaciers, et puis les moussons sont quand même assez fortes, donc il y a des dégradations, glissements de terrain, des coupures de route, des choses comme ça. C'est un pays qui est recouvert d'énormément de forêts. Actuellement, il y a à peu près 70% de forêts au Bhoutan. 70% du territoire est couvert de forêts. Et il est inscrit dans la Constitution que ça ne peut pas descendre au-dessous de 60%. Donc c'est un gage quand même qu'on ne procède pas à des coupes n'importe comment ou à grande échelle, comme on peut voir en Amazonie. Et puis alors, oui, j'ai aussi mentionné que les sacs plastiques étaient interdits. Bon, il arrive d'en voir quand même, en particulier au marché, mais théoriquement, c'est interdit.
Et puis alors, il y a un sujet qui est assez préoccupant quand même, c'est le conflit entre les hommes et la faune sauvage. C'est-à-dire que les agriculteurs sont soumis à des déprédations commises par les animaux sauvages. Alors, il y a de tout, hein. Il y a des ours, des sangliers, les éleveurs peuvent être victimes de tigres, par exemple, enfin, leur cheptel. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très dur pour les agriculteurs. Quand vous voyagez au Bhoutan, faites attention dans les champs, vous verrez des petites cahutes, comme ça, où lorsque les récoltes deviennent importantes, les agriculteurs se posent là et ça leur permet de surveiller les champs pendant la nuit pour veiller à ce qu'ils ne soient pas détruits par les prédateurs. Alors, on ne tire pas sur les animaux, et donc il faut essayer de trouver une solution en fait, pour ces agriculteurs parce qu'on peut perdre tout du jour au lendemain, c'est vraiment catastrophique. Donc ça, c'est quelque chose qui est difficile à gérer, qui est un grand défi quand même pour les gens des campagnes. Alors, pour la préservation et la promotion de la culture, ici, peut-être juste signaler que le peintre est un peintre vraiment très connu au Bhoutan, Kamawandi. Il est devant une de ses œuvres à l'époque qu'il était en train de terminer pour un riche asiatique de Singapour. Moi, j'aime beaucoup ses œuvres, c'est vraiment mon peintre préféré. Alors, pour la promotion de la culture, je vous ai dit, les Bhoutanais sont très attachés à leur culture, et évidemment, quand on est un tout petit pays enclavé entre deux énormes, on est encore plus attaché. Alors, évidemment, il y a la mondialisation qui fait qu'on est ouvert à ce qui vient de l'étranger. La télé et Internet ont été introduits en 1999, donc voilà, on voit des films, on est sensible aussi là-bas pas mal. La dernière fois où j'ai eu aussi de la K-pop, ça se remarque notamment dans les coiffures, je trouve. Il y a aussi évidemment une influence de la pensée occidentale, par exemple la médecine. Deux médecines cohabitent, la médecine traditionnelle et la médecine occidentale. Voilà, il y a quand même ça qui influence. Et puis alors, je ne peux pas clore ce chapitre sans parler de la situation de la minorité népalaise et de l'ombre qui a pesé sur le Bhoutan à la fin des années 80 et au début des années 90, avec la question jusque quand on préserve sa culture et à partir de quel moment on prend peur de l'autre qui est chez soi. C'est évidemment quelque chose qui peut résonner aussi actuellement chez nous. Et dans les années 80, les Bhoutanais se sont aperçus qu'il y avait une grosse immigration népalaise. Alors l'immigration népalaise date déjà depuis bien longtemps, hein, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, avec assainissement des plaines. Mais donc cette population a grossi, revendiquait des droits, dans un contexte à l'époque qui était très politisé dans la région et notamment au Népal. Et donc ce qui s'est passé, c'est que la grande partie de l'Otsampa, comme on les appelle, ont été violemment jetés, expulsés du pays. Certains sont partis d'eux-mêmes parce qu'ils pensaient qu'ils ne trouvaient plus leur place là. D'autres ont été violemment expulsés et se sont retrouvés dans des camps de réfugiés dans l'est du Népal. Alors, cette situation maintenant, c'est assez parce que quand on est au Bhoutan actuellement, moi, en tout cas, mon ressenti, ce que je trouve, alors je ne suis pas bhoutanaise, donc je ne suis pas la meilleure personne pour en parler, mais moi, il me semble que l'harmonie est retrouvée, qu'il y a un grand temple hindou à Thimphu, on fête Diwali par exemple, une grande fête hindoue aussi au Bhoutan, on trouve des Népalais dans l'administration, il y en avait déjà avant d'ailleurs, en fait, comme diplomate ou dans le gouvernement. Donc moi je trouve que la situation a changé et que même s'il reste encore des problèmes liés à cette situation tant d'années après, comme un certain nombre de personnes qui n'ont pas la citoyenneté, moi je trouve que la situation s'est améliorée, que ce serait faire un mauvais procès de continuer à revenir avec cette question, même si elle peut être légitime au regard de ce qui s'est passé dans l'histoire. Alors, la bonne gouvernance. Alors ça, c'est vraiment très intéressant, parce que le quatrième roi qui a imaginé cette politique du bonheur national brut, et qui était visionnaire, je vous l'ai dit, c'est quand même le seul roi au monde qui dispose de tout le pouvoir qu'il veut, et qui décide sans que sa population lui demande,
mieux encore, sans que la population ne le veuille, de céder ses pouvoirs et de transformer son pays en démocratie. D'ailleurs, les Bhoutanais n'en voulaient pas. Et quand on pose la question encore aujourd'hui, je reçois souvent, encore régulièrement la réponse, on me dit « c'était quand même mieux avant ». Donc les Bhoutanais aiment leur famille royale, ça c'est quelque chose qui est très clair, très net, on le voit, on voit beaucoup de portraits d'eux, ils sont vraiment vénérés, le 4e roi et le 5e ici, on le voit avec sa femme et c'était leur premier enfant à l'époque. Voilà, donc ça vraiment c'est une famille qui est vénérée, vraiment c'est quelque chose qui transpire au Bhoutan. Elle est tellement vénérée que c'est difficile pour les journalistes, en fait, et c'est pour ça que j'ai mis un petit point liberté de la presse, c'est qu'on s'autocensure, je crois que personne n'a très envie de critiquer la famille royale ouvertement au Bhoutan, si d'aventure ils trouvaient des sujets de critique. Alors, ce qui a rendu aussi les Bhoutanais réticents à l'introduction de la démocratie, c'est que les campagnes électorales sont parfois virulentes. Et ça, on l'a vu notamment au cours de la première campagne électorale déjà. C'est un petit pays, donc il n'y avait pas beaucoup de partis à l'époque. On sait pour qui vote pour qui, et alors donc ça crée des clans. Et l'harmonie qui était si précieuse au Bhoutan a comme ça un petit peu se fissurer. Et puis on s'engueule sur les réseaux sociaux, et puis on s'insulte. Et puis donc voilà, tout ça, ça fait que bon, la démocratie, on va voter, mais c'est un peu plus pour faire, je pense moi, pour faire parce qu'on nous l'a demandé en fait, parce que le roi l'a demandé et a trouvé que c'était une bonne idée, parce que dans son esprit, il voulait que la population puisse choisir ses dirigeants, puisque lui disait que concentrer le pouvoir dans la main d'un seul homme, quand bien même serait-il de son sang, eh bien c'était dangereux si jamais ce descendant venait à avoir des velléités dictatoriales par exemple. Donc c'est quand même très très sage de sa part. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec toute cette enquête et tous les résultats qu'on a obtenus? Eh bien, ça permet au gouvernement de réorienter sa politique. Et donc, à partir des résultats d'enquête, on sait ce qu'on va pouvoir mettre en priorité, sur quel groupe on va pouvoir agir, quelle loi on va pouvoir adopter. Bon, là, maintenant, à la suite de la dernière étude, il y a notamment investir dans la santé mentale, encourager la participation électorale, s'attaquer aux problèmes urbains, comme notamment la gestion des déchets, même s'il y a un entrepreneur qui est super, qui aide à tout ce qui est tri des déchets, etc. Bon, c'est pas encore génialissime non plus. Alors pour résumer, et j'arrive à la fin, le Bhoutan côté face, c'est mon appréciation encore une fois de journaliste qui a été un petit peu sur place. Donc aujourd'hui, les conditions de vie sont encore dans certains endroits rudimentaires, mais c'est un pays qui n'est plus, selon les critères de l'ONU, un pays des moins avancés. C'est un pays qui est devenu pays en développement, donc quand même c'est un pays qui acquiert de la richesse, qui rencontre un problème, c'est que sa dette est élevée, parce que cette politique, elle coûte cher. Et qu'on ne peut pas la financer seulement avec les revenus de l'hydroélectricité ou les revenus du tourisme. Il y a une taxe qui est très élevée qui permet de financer la politique, mais ça ne suffit pas. Donc la dette est importante et la politique du bonheur national brut existe grâce notamment à l'aide de bailleurs étrangers. Donc il y a vraiment une nécessité d'accroître les rentrées financières et les investissements. Alors il y a une idée du 5e roi, qui a été de faire du minage de Bitcoin. Alors ça, moi, quand j'ai lu ça, je trouvais ça vraiment bizarre, parce que je trouvais que ça ne collait pas trop à l'idée que je me faisais du Bhoutan. Mais enfin, voilà, donc le Bhoutan s'est lancé là-dedans, et ça lui permet d'avoir des financements supplémentaires pour son budget. Le minage de Bitcoin, ça utilise beaucoup d'électricité, donc on peut se dire qu'environnementalement, c'est pas génial, mais là, le Bhoutan utilise son hydroélectricité, puisqu'il y a des grands fleuves qui découlent de l'Himalaya et donc des barrages qui sont construits. Et puis alors, des problèmes persistants quand même que je voudrais mentionner, j'en ai déjà parlé, le chômage des jeunes, la vulnérabilité au changement climatique, et puis l'alcoolisme, qui est quand même présent au Bhoutan, et qu'on ne peut pas nier. Aussi, un grand pays, ça j'en ai déjà touché un mot, entre la Chine et l'Inde, donc sous pression politique et économique des parts et d'autres.
Et puis alors, bouton côté pile, et là j'en termine avec cela. La santé et l'éducation sont gratuites pour tous. Donc vous êtes malade, vous allez à l'hôpital, vous ne payez rien, vous ne payez pas vos médicaments non plus. La pauvreté a diminué au fil des années et de manière quand même remarquable. On constate aussi bien, voilà, le respect entre des êtres vivants et de la nature. Et puis, je vais plus avancer les dias, pardon. Voilà, excusez-moi. Et un équilibre qu'on trouve entre la tradition et la modernité quand même. On essaye de trouver un moyen de préserver, de s'avancer vers l'avenir, parce que le sujet aujourd'hui c'est l'avenir de ce festival, tout en préservant les traditions qui sont chères et qui peuvent être utiles. Et alors ce qu'il y a de remarquable, c'est que c'est la recherche d'une alternative au modèle de développement dominant. Et moi je trouve que ça nous montre bien, même si c'est un tout petit pays et qu'on ne va pas transposer ça spécialement dans des grands pays, c'est que quand on veut, on peut. C'est possible. On ne peut pas dire on est soumis à ceci ou à cela, au capitalisme et c'est possible. C'est possible, en tout cas pour le Bhoutan. Et puis alors, pour terminer sur l'avenir, eh bien, le 5e roi a développé un nouveau projet. C'est le Gelefu Mindfulness City. C'est la création d'une zone administrative spéciale dans le sud du Bhoutan, qui aura, un peu à l'image de Hong Kong avant que les Chinois la reprennent, donc pouvoir législatif, exécutif, judiciaire, développement d'une ville vraiment dans un objectif durable, où on mêlerait en fait un peu du développement économique, du capitalisme avec du bouddhisme. Donc on trouverait un peu les deux. Donc on va voir maintenant, c'est à l'état embryonnaire, et on va voir ce que ça va donner, et de quelle manière ça peut développer la région et inscrire le Bhoutan dans l'avenir. Voilà, je vous remercie. Merci Sabine pour vraiment cette très belle intervention. Donc j'appelle nos invités, Cyrine, donc jeune bhoutanaise qui est venue en France apprendre le français et qui va passer aussi un BTS en agriculture bio. Et nous avons vraiment la chance de l'accueillir et surtout j'appelle donc Nafou, qui lui va nous parler plus de la partie donc tourisme. Et Jeanne, alors Jeanne, elle a disparu. Jeanne, non, rapproche-toi. Jeanne, près d'observer. Voilà. Voilà, donc nous allons te donner la parole, puisque nous sommes vraiment très heureux que tu sois là. Donc, peux-tu nous dire, Cyrine, qu'est-ce qui t'a fait décider de te lancer en produits bio, puisque, comme on vous l'a dit en introduction, donc le Bhoutan produit de l'agriculture, mais qui est 100% bio. Donc, Cyrine, tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? D'abord, merci beaucoup, Gal, et toutes les équipes d'avoir nous ici. Je suis très contente d'être avec vous. Et merci Sabine pour de bien présenter mon pays. Merci beaucoup. Je m'appelle Cyrine et ça, désolée, je m'excuse si j'ai fait des fautes parce que mon français c'est un peu... oui, depuis 8 ans, j'ai fait la fermière avec ma mère. Et c'est parce que ma mère, elle était malade et elle besoin de quelqu'un pour aider. Et j'ai décidé d'être avec elle. Et petit à petit, j'ai pris toutes les responsabilités. Et aussi, j'ai de conscience que ça me plaît bien. Et comme ça, j'ai décidé d'être fermière. Ouais. Dis-nous ce que tu produis dans ta ferme. Alors, nous, dans ma famille, on fait beaucoup de riz. Et après, les légumes aussi, mais pas très beaucoup. C'est pour la famille. Mais si la saison, c'est bien,
on vend aussi un peu. Oui. Alors, Thierry, je connais un petit peu l'agriculture bio et je me suis posé une question, puisque le Bhoutan importe des légumes et des fruits bio qui viennent. Alors, je me suis dit, mais des fruits bio qui viennent de Chine et d'Inde, ça m'a beaucoup interpellée. Donc, Alors, on peut dire qu'au Bhoutan, tous les fruits et légumes sont bio parce qu'on n'est pas introduit les chimiques avant. Mais maintenant, il y a beaucoup de gens qui aiment bien d'être dans la ville, mais pas dans la campagne. Et petit à petit, on importe beaucoup de légumes de l'Inde. Mais notre gouvernement, on a certains standards qu'on n'importe pas les légumes et fruits qui sont chimiques. Ouais. Donc, où vends-tu tes produits, Thierry? Moi, j'habite juste à côté de l'autoroute. Et si c'est pas beaucoup, j'ai juste vendre à côté de la route. Et sinon, si c'est bien et si j'ai beaucoup de quantité, je vends dans la ville, c'est à Thimphu, à 1h30 de mon village. Merci Thierry, encore bravo pour ton français. Merci beaucoup. Nous avons la chance d'être une petite Nassau près de nous. Alors Nassau, eh bien, il a plus de 140 voyages au Bhoutan. Donc Nassau, aller au Bhoutan est une destination qui reste quand même un petit peu chère. Bon, je sais que de 200 $, la taxe, elle est passée à 100 $ par jour. Le Bhoutan se dit valeur élevée, faible volume, développer un tourisme respectueux. Donc Nassau, quand peux-tu nous parler un petit peu de ce souci au Bhoutan? Il n'y a pas de souci, on peut aller voyager au Bhoutan tout à fait librement, même maintenant. Avant, on pouvait faire ça qu'en des petits groupes ou en groupe. Même maintenant, on peut y aller en individuel. Il y a tout type de voyages, des voyages culturels, des voyages de trekking. De plus en plus, on se développe, le Bhoutan développe des voyages thématiques sur la faune, les oiseaux. C'est un pays qui a énormément d'oiseaux. Donc, il n'y a aucun problème pour aller au Bhoutan. On peut aller au Bhoutan comme on a envie, avec des tours opérateurs. Moi, je travaille pour un tour opérateur français. Et on peut travailler directement en allant sur Internet. Beaucoup de gens, maintenant, montent leur voyage au Bhoutan par Internet, donc en direct. Ils font leur itinéraire, ils demandent une cotation. Les Bhoutanais leur répondent et on peut aller comme on veut au Bhoutan. Il ne faut pas penser que le Bhoutan est un pays qui est fermé, il est complètement ouvert à tout le monde. C'est vrai que c'est un petit peu cher. Hein. Le Bhoutan a eu cette politique, il a eu justement un bon exemple qui est le Népal qui s'est ouvert au tourisme à tout va, hein, et qui a beaucoup souffert de cette surpopulation touristique. Les Bhoutanais n'ont pas voulu en arriver là. Ils ont donc eu cet exemple, donc de mettre une certaine somme d'argent pour pouvoir visiter le pays. Dans cette somme qu'on paye au gouvernement, à l'agence et au gouvernement, une certaine somme est prise et va directement pour l'amélioration du pays. Oui, quand tu dis ça, c'est aussi parce que au moment où le Bhoutan s'ouvre en 1980 au tourisme, on fait partie des premiers guides, il n'y a aucune infrastructure, ni hôtelière, ni de route. La route ne traverse même pas encore tout le pays, on s'arrêtait à Punakha. Donc il était impossible, et c'est un habitat complètement dispersé dans la montagne, donc il était absolument impossible d'imaginer les mêmes routards qui arrivaient sac à dos au Népal, de partout, du monde entier pour aller trekker dans le Népal, qui puissent faire la même chose au Bhoutan. Donc ils ont vite réfléchi à ce déséquilibre majeur qu'il allait l'avoir, et ils ont décidé donc sur les conseils
de gens, de professionnels internationaux, de mettre une taxe gouvernementale qui allait permettre de réinsuffler d'ailleurs cet argent-là dans le développement touristique. Ce qui fait, entre autres, que maintenant, même si ça finance, comme tu l'as dit, Sabine, tout à l'heure, le reste de la politique, bien sûr, bhoutanaise, sur cette somme de $250 par jour, qui correspond à peu près à 250 € par jour, que quelqu'un paye, et ça c'est important de le dire puisque vous êtes nombreux là, c'est que souvent les gens pensent mais c'est dingue, il y a une taxe de $250. Non, dans cette somme-là, tout est compris. Même le thé, le petit déjeuner, le goûter, les encas que vous avez, tout est compris, à part l'alcool que vous pouvez consommer, ça c'est évidemment à vous. Mais sinon même les bouteilles d'eau, tout. Et vous avez donc le transport, le guide, toutes les entrées, les repas, les hôtels, et donc dans cette somme, $100 qui partent directement pour le gouvernement. Donc ça change aussi la donne. Ça fait un voyage plus cher que pour l'Inde ou pour le Népal, pas tellement plus cher que pour le Tibet, parce qu'au Tibet, c'est à peu près cette somme-là que demandent les Chinois. Mais donc c'est un voyage, voilà, un peu plus cher. Mais ils ont comme ça réussi, et maintenant, ils ont une infrastructure et hôtelière, et de route, et de transport, qui tient la route, c'est le cas de le dire, et qui permet de recevoir de plus en plus de touristes. Merci Jeanne pour cette précision, car il est vrai qu'au départ, nous pensions que c'était était uniquement une taxe par jour. Sabine, qu'est-ce qui t'a fait aller la première fois au Bhoutan? Le tourisme? Oui, c'est le tourisme. Je m'intéressais depuis déjà de nombreuses années au Tibet, donc j'avais voyagé au Tibet, et puis je me suis mis en tête que le versant méridional de l'Himalaya était sans doute aussi très bien. Et donc j'ai entrepris de voyager du Ladakh à l'Arunachal Pradesh, donc longer toute la chaîne himalayenne en fait. Et je ne connaissais rien au Bhoutan, il était juste sur mon chemin en fait. Et ça c'était au tout début des années 2000. Et le moment où je suis arrivée là par voie terrestre, puisque je suis arrivée en bus à Jaïgon, la ville frontalière, et le moment où j'ai passé la frontière, elle est symbolisée elle est marquée par une arche en bois sculpté et peinte, c'est très beau. Et le moment où je suis passée de l'effervescence indienne au calme bhoutanais, instantanément j'ai été happée par ce pays, et j'étais pas là depuis 5 minutes que je me suis dit « Oh, voilà, j'y retourne ». J'avais même pas encore monté vers la capitale ou vers le reste du pays. Et donc voilà, c'est le tourisme qui m'a, la découverte, le voyage en fait, qui m'a amené là. Et après, j'ai essayé de trouver des moyens divers et variés de pouvoir y retourner. Et donc ça a été en tant que journaliste, trois fois, et puis en tant que guide 2 fois, et puis ensuite j'ai amené des amis. Et donc chaque fois qu'un ami voulait y aller, je trouvais que c'était une très bonne occasion d'aller avec, et puis j'ai fini par emmener ma famille quand même, qui me voyait partir là-bas régulièrement en se demandant que pouvait bien avoir ce pays de particulier. Et je pense, je vois ma fille là dans le public, et ils en gardent un souvenir mémorable. Donc je vous souhaite vraiment à tous de pouvoir y mettre les pieds un jour. Merci Sabine. Knafu, au Bhoutan, la montagne, c'est le sommet des dieux, donc on ne peut pas faire d'alpinisme, on ne peut faire que du trek. Oui, les montagnes bhoutanaises sont la demeure des dieux. Donc les Bhoutanais, un des rares pays où, je pense, le seul pays au monde où on ne peut pas gravir les montagnes, parce qu'on ne va pas aller embêter les dieux qui vivent dans ces montagnes. Donc, au Bhoutan, on peut faire autre chose que de l'alpinisme, de l'himalayisme. On peut faire, il y a des trekkings tout à fait extraordinaires, dont un des treks, on dit, qui est parmi les plus beaux, si ce n'est pas le plus beau au monde, s'appelle le Snowman Trek, qui part de la vallée de Paro, au pied du Jomolari, dans l'ouest du pays, et qui traverse tous ces 7000 mètres, ces cols. Il y a plus de 10 cols à plus de 5000 mètres d'altitude. L'intégralité, c'est 3 semaines. Il faut avoir donc une condition physique. J'ai pas mal de copains guides qui sont là dans l'assemblée. Pour certains, le Snowman Trek, c'est un des treks les plus difficiles qu'il y ait à faire en Himalaya. 3 semaines avec
on se colle à plus de 5000 mètres d'altitude. Le problème, c'est qu'on peut faire ce trek qu'en une période entre mi-octobre, mi-novembre. Parce que très vite, il y a trop de neige et très souvent, il y a eu pas mal. Je travaille pour une agence qui a eu des problèmes qui ont dû rapatrier hein, leurs trekkers. Heureusement, le Bhoutan maintenant a des hélicoptères, c'est un peu comme chez nous. Donc, l'hélicoptère aide, on peut vraiment faire ce genre d'expédition. C'est vrai que l'arrivée de l'hélicoptère, c'est un peu comme chez nous, c'était très important. Hein. Maintenant, les Bhoutanais sont plus ouverts au trekking. Ils n'étaient pas très ouverts au trek au départ. On voyageait au Bhoutan, on faisait du circuit culturel plutôt que du trek. Il n'y a pas énormément de trekkers au Bhoutan. Voilà, il n'y a pas d'habitat, on dort vraiment que sous la tente. Hein. Quand on fait le snowman trek, on voit au cours Linji, on voit 5 villages. Autrement, ce sont que des alpages où les gens vivent sous la tente des nomades. Donc quand on part faire le snowman trek, c'est une grosse expédition. Comme une expédition, il faut emmener, être en autonomie totale. Merci Gnafou, je rajouterais que c'est aussi 300 km de bonheur. Voilà, 300, exactement. Cyrine, et voilà, je ne sais qui peut bien répondre, mais Laurent a renoncé à la polygamie par amour, parce qu'au Bhoutan, un homme peut avoir 4 épouses, ou une femme peut avoir 4 épouses. Et j'aimerais savoir ce qu'il en est actuellement. Que Cyrine, soit tu nous éclaires ou Jeanne? Je crois que là, c'est une question plus particulière. Je ne suis même pas sûre qu'elle ait bien compris le terme. Et puis, il faut un tout petit peu rectifier. Il se trouve que le père du roi actuel a épousé 4 femmes. Ces femmes étaient 4 sœurs, donc d'une même famille. Et c'est une histoire tout à fait particulière, propre à cette génération, pour des raisons, c'était presque un mariage arrangé. Ça serait trop loin à vous expliquer, mais c'est en aucun cas une habitude ni une tradition du pays. On dit que dans toute la culture, l'ère de culture tibétaine, il y avait ce qu'on pratiquait, la polyandrie, ce que tu as, Joël, ce que tu as évoqué, c'est-à-dire une femme qui épouse plusieurs maris. Ça, c'était surtout les hauts plateaux tibétains, car ça permettait de ne pas disperser l'héritage. Et la femme épousait plusieurs frères, le premier partait au monastère, le deuxième s'occupait des caravanes, le troisième restait à la maison. Finalement, et ça permettait que la terre reste au sein d'une même famille. Ça n'existe presque plus, puisque beaucoup de nomades sont sédentarisés. Et donc, au Bhoutan, on pratique... c'est une société matriarcale, c'est une société où la femme a un grand rôle à jouer, beaucoup, n'est-ce pas? Cette ligne de femmes au Bhoutan sont des femmes chefs d'entreprise, des femmes qui dirigent la maison, et le statut de la femme est très envié par tous les pays d'Asie autour, que ce soit l'Inde, le Népal ou même la Chine. La femme bhoutanaise a plus de chances que les autres. Ça n'empêche que, de par ce que tu as évoqué, c'est-à-dire l'alcoolisme entre autres, qui fait de plus en plus de ravages. Il y a une maltraitance des femmes, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent seules, et puis cette société l'héritage passe par les femmes. Et c'est une société qui les rassure. Par exemple, la sœur de Tsering, sa sœur a voulu divorcer parce qu'elle n'a pas apprécié l'infidélité de son mari. Eh bien, en 3 jours de temps, c'était réglé au tribunal, avec le tribunal qui imposait au mari de laisser la maison à la femme, de partir, et qui donnait le montant de la somme qu'il devait verser pour l'enfant qu'il laissait avec sa mère. Donc, c'est un exemple intéressant parce que c'est pas partout comme ça que ça se passe, et c'est pour des gens très simples. N'empêche que il y a quand même de plus en plus de problèmes actuellement, entre autres liés vraiment, et on l'a rencontré, liés à l'alcoolisme, n'est-ce pas, hein? Tu es d'accord avec ça? Et d'ailleurs, Tsering, c'est pour revenir à ce qu'elle disait tout à l'heure, Tsering, elle fait partie de ces jeunes qui ont été
jusqu'au bac, comme tu le dis, éducation gratuite. Nous, on soutient toute la famille, c'est notre fille adoptive, parce qu'on a adopté officiellement et pleinement son frère quand il avait 2 ans. Donc son frère, il est français, elle est bhoutanaise, mais on l'a soutenue aussi dans ses études, mais elle est une des rares jeunes bhoutanaises étudiantes qui, quand elle a passé son bac, après, a eu cette envie de rester dans l'agriculture, dans la ferme de la maman, et d'aider la maman. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que tous les jeunes, une fois qu'ils ont le bac, ou ils font 2 ans de fac en Inde, mais ils veulent plus travailler à la ferme. Et elle fait partie de ceux, elle a été choisie par le ministère, parce qu'elle parle un anglais absolument parfait, comme ils parlent tous à l'école. Elle a été choisie par le ministère pour partir de son village avec une délégation qui est partie au Japon pour étudier le bio, en Inde et en Thaïlande pour étudier le bio, parce qu'elle était vraiment, elle m'a manifesté son intérêt pour la chose. Elle fait pousser le riz pour toute sa famille, elle nourrit 7 personnes de sa famille, à part cette année, parce qu'elle est là parmi nous pour apprendre le français, parce qu'elle veut essayer de monter à la fois, il développe, comme tu le dis, beaucoup de choses, entre autres une espèce d'écotourisme. Et sa maison est tellement bien placée qu'elle est sur le chemin des promeneurs. Et donc, elle voudrait pouvoir s'occuper des groupes français tout en leur proposant une nourriture bio dans sa ferme bio. C'est son projet. Merci Jeanne. Je me retourne vers Sabine parce que je dis le Bhoutan coincé entre l'Inde et la Chine doit susciter quand même pas mal de petites convoitises. Donc Sabine, est-ce que tu pourrais nous parler de cette situation entre la Chine et le Bhoutan et l'Inde et le Bhoutan? Alors, il y a des crispations, oui, mais comme avec le Bhoutan, en général, tout se passe un peu en douceur, comme ça, parce que c'est un petit pays coincé entre 2 géants, et il ne fait pas le poids, en gros. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque le Bhoutan s'est ouvert, il s'est plutôt tourné vers l'Inde, parce que la Chine avait envahi le Tibet avec lequel il avait des relations et des échanges, et aussi des guerres d'ailleurs, mais avec lequel il avait des échanges, mais les Chinois, ils ne les connaissaient pas en fait. Et donc les Chinois se sont imposés sur le plateau tibétain en 1950, et les Bhoutanais, lorsqu'il s'est agi de s'ouvrir, se sont tournés plutôt vers l'Inde. Ce qui crée actuellement une dépendance économique, et aussi une dépendance en quelque sorte liée à la défense du pays. Maintenant, ce qui se passe avec la Chine, le Bhoutan et la Chine n'ont pas de relations diplomatiques et la frontière n'est pas établie. Et ce qu'on a pu observer, ce que les images satellites ont pu indiquer aux chercheurs qui se sont intéressés à la question, et notamment le tibétologue Robbie Barnett, c'est que les Chinois sont en train de construire en douce des petits villages sur le territoire du Bhoutan, au nord du Bhoutan. Notamment dans une vallée sacrée qui est importante pour les Bhoutanais, de même que pour la famille royale. Et donc les Chinois violent la frontière internationale en installant, plus ou moins de force, en tout cas avec de l'argent, des Tibétains dans ces villages de l'autre côté de la frontière, donc côté méridional de la frontière. Et donc ceci permettrait d'essayer d'échanger des territoires du Nord contre des territoires de l'Ouest, car évidemment la Chine aimerait avoir l'ascendant sur l'Inde, et les territoires de l'Ouest du Bhoutan sont très intéressants pour la Chine, notamment le plateau du Doklam, sur lequel la Chine a, en violation du droit international, bâti une route en 2017. Et cette histoire s'est soldée avec 2 armées les plus puissantes au monde, l'Inde et la Chine se faisant face à face, l'Inde volant au secours du Bhoutan, puisque cette route a été construite sur son territoire. Et donc on se trouve là dans une espèce de grand jeu géopolitique dont le Bhoutan est en quelque sorte la victime, et en tout cas le petit qui a beau répéter et dire que les 3 pays sont sur un pied d'égalité. La réalité est que le Bhoutan est plus petit que les 2 autres, et qu'un accord frontalier entre la Chine et le Bhoutan, qui est négocié quand même depuis les années 80, ne pourra pas se faire sans l'aval de l'Inde. Et donc ça complique considérablement la donne. Merci Sabine. Il est vrai que nous devions être éclairés sur cette situation. Oui, parce que pour rajouter à la complexité de la chose, sachez par exemple que Tsering va en Inde comme si elle était indienne.
les Bhoutanais n'ont absolument pas besoin de visa. Et quand on a voulu obtenir le visa pour long séjour étudiante, ça se passe avec l'ambassade de France en Inde. Et c'est l'Inde qui donne l'autorisation aux Bhoutanais ou pas de voyager, qui délivre les passeports, et ainsi, enfin même si c'est bien sûr avec l'état civil et les autorités bhoutanaises, mais on peut dire que la relation Bhoutan-Inde est bien plus forte et importante, fort heureusement à mon avis, à mon sens, que celle évidemment avec la Chine qui essaye de s'imposer, mais qui je pense, d'après les spécialistes, aura le plus grand mal, fort heureusement. Merci Jeanne. Donc, pour terminer, avant de vous laisser la parole, je pense que vous allez avoir beaucoup de questions à poser à nos invités. Hier, il y avait ici, au salon de Passy, donc Anselme Beau, guide célèbre que vous connaissez tous, qui connaît très bien le Népal, puisqu'il soutient l'association Népal, et qui va aussi au Bhoutan. Alors, je lui dis, écoute, Anselme, Népal, Bhoutan, donne-moi 2 mots pour vraiment les différencier. Alors, il me dit, tu sais, au Népal, c'est le grand bordel. Et au Bhoutan, c'est tout comme ça. C'est tout, comment? Ah oui, je connais bien. Anselme, oui. Ah oui. C'est pas faire une critique, parce que quand la première fois où je suis parti de Chamonix pour aller découvrir l'Himalaya, j'ai été au Népal et pendant des années, j'ai trekké. Et on va l'automne prochain au Népal. C'est vrai, le Népal, c'est un pays merveilleux. Le Bhoutan, c'est vrai que c'est un pays qui est très dirigé. C'est son gouvernement qui a fait cette politique. Quand ils sont ouverts dans les années 80, ils ont décidé de faire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Il fallait gérer. Et ils avaient vu ce qui s'était passé au Népal, pas que des choses négatives, hein. On a tous aimé voyager, on aimera encore tous voyager au Népal, qui est un pays merveilleux. Ils ont eu un peu peur, c'est vrai que le Népal a eu trop de tourisme, et le tourisme a fait d'énormes dégâts, comme il fait chez nous, à Chamonix en ce moment. Le tourisme de masse fait des dégâts. C'est pour ça, Anselme disait, et par exemple, son épouse, Danielle, ils ont été ensemble au Bhoutan, je leur avais organisé le voyage. Danielle me le dit, c'est une très bonne amie, elle me dit, elle s'est pas faite la mentalité bhoutanaise. Parce que c'est vrai que les Bhoutanais sont très, on peut dire, rigides par une forme de respect. Il y a ce costume. On va demander à Thierry ce qu'elle ouais. Moi, je pense parce que nous, je cherche le mot, c'est difficile, mais si on voyage au Népal, les gens font comme ils voulaient, tu vois. Et nous vraiment accueillir les gens, on respecte, et aussi on voulait faire attention avec tous les règles et ça. Et moi, c'est toujours quand on a tous les règles, c'est d'accueillir bien accueillir dans un pays. Ouais. Ouais, elle n'a pas tout compris, mais ce qu'elle veut dire vraiment, c'est que ils sont éduqués dans le respect de ces règles, et qui sont en premier lieu, non pas ce que souvent des gens pensent, une espèce de reste de théocratie autoritaire où il faudrait obéir à une famille royale, mais bien plus des notions de respect très importantes liées au bouddhisme, et qui font que c'est ça qu'on ressent, comme le disait si bien Sabine tout à l'heure, quand on rentre au Bhoutan. Il y a une espèce d'attention, de prévention intuitive chez toutes les personnes, des plus simples aux plus éduquées, qui nous frappe véritablement. Et c'est ça ce qu'elle veut dire dans le chaos qu'elle a dit quand elle arrive au Népal et où tout le monde fait n'importe quoi. Sabine.
Alors moi qui ai beaucoup voyagé seule dans l'Himalaya, je dirais que arriver au Bhoutan, c'est reposant. Pour une femme de voyager dans ce pays-là, vraiment, on peut y aller sans souci, sans crainte, vraiment sans devoir tout le temps regarder où est son portefeuille ou regarder où sont les mains des gens. Donc c'est vraiment un pays qui est très agréable par rapport au reste de la région quand on est une voyageuse seule. Et donc ça, je trouve que c'est appréciable aussi. Et les gens, comme tout le monde a dit ici autour de la table, sont vraiment très très respectueux du voyageur. Alors parfois on peut trouver que c'est trop, peut-être. Voilà. Moi je trouve ça très reposant et très serein. Merci Sabine, merci à tous les quatre de votre intervention. Donc, est-ce que dans la salle, certaines personnes veulent poser des questions à nos invités? Oui, alors le micro... Je voudrais juste savoir quels sont qu'était avant la royauté le statut politique. Est-ce qu'il y avait... C'était une théocratie. Une théocratie. Oui. Moi, j'ai deux questions. La première, tu as parlé tout à l'heure de la neige à partir d'octobre-novembre ou avant octobre-novembre, je ne sais pas très bien, mais il doit y avoir une période où on peut aller au Bhoutan de manière plus facile. Il y a quand même de octobre et novembre. Ah, bon, je parlais du Snowman Trek, hein, qui est quand même un trek qui est au-dessus de 4000 et de 5000 mètres. Mais on peut aller au Bhoutan, comme au Népal, trekker au printemps, trekker mars-avril, même jusque début mai, et après on peut trekker de fin septembre à début décembre. Ça veut dire que c'est au mois d'octobre-novembre où il y a le moins de neige? Non, en novembre, c'est la période où Non, mais la neige, parce qu'il parle du snowman trek. Le snowman trek, on est tout le temps perché à 5000, donc il y a de la neige, forcément tout le temps. Tandis que le reste du Bhoutan, ce sont des vallées qui sont à 2000 mètres. Et la neige dans les vallées à 2000 mètres, elle va arriver début décembre, comme un petit peu chez nous, quoi, pas avant. Et la deuxième question, c'est quand vous avez dit que le Bhoutan avait une dette très importante. Ce n'est pas le seul pays à avoir une dette très importante, il y a même des pays développés qui ont des dettes très importantes, mais vous avez dit qu'il avait la chance d'avoir des bailleurs. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus comment il arrive à financer son développement, son économie, puisqu'il est, semble-t-il, en permanence en déficit? Alors, pour ce qui est des revenus propres du Bhoutan, il y a l'hydroélectricité, parce que donc il produit de l'électricité qu'il exporte, notamment vers l'Inde. Donc ça, c'est une grosse source de revenus. Il y a le tourisme, puisque voilà, c'est accès à financer les finances publiques. Alors, s'il y a des bailleurs de fonds qui viennent de l'étranger, l'Inde est un bailleur de fonds. Il y a aussi de la coopération étrangère, par exemple le Japon est assez présent, la Suisse aussi est assez présente au Bhoutan. Et puis maintenant, conscient de la hauteur de la dette, parce qu'elle est montée encore plus haut que ce qu'elle n'est actuellement en fait. Les Bhoutanais ont essayé de trouver des sources de financement alternatives et c'est là qu'ils ont pensé au minage de Bitcoin. Donc maintenant, ça permet d'engranger de grands montants pour combler, en tout cas faire diminuer la dette petit à petit, parce que voilà, on l'a bien vu, nous, à l'époque des critères de Maastricht, ça ne diminue pas d'un coup, et ça nécessite quand même une politique mise en place. Je rajouterais juste un petit... C'est le paradoxe dont on parlait du Bhoutan à l'heure actuelle, parce que ce minage là, des bitcoins, ça fait que toute l'hydroélectricité qui partait en Inde et qui leur était d'un revenu part maintenant pour autre chose, et c'est le comble. C'est que maintenant, ils rachètent de l'électricité. Et j'ai appris cette année, par le dernier voyage qu'on vient de faire, ils rachètent de l'électricité à l'Inde. Donc, on est dans une période de tournant et de grande complexité par rapport à la fois, et c'est ça qui donne
d'ailleurs un intérêt plus que le voyage même, un intérêt pour les économistes, mais aussi pour beaucoup de gens à étudier ce qui se passe au Bhoutan actuellement, parce que c'est comme un laboratoire d'avenir par rapport au fait que c'est un pays qui veut garder son identité, qui veut garder sa personnalité et qui est obligé de faire avec des produits financiers, des choses dont il n'a pas l'habitude, et donc il va faire d'une manière plus originale. C'est intéressant. Merci de nous avoir fait une présentation de ce pays qui nous donne encore plus envie d'y participer, ou d'y aller, pardon. Je voudrais poser une question sur... Pardon. Bienvenue. Je voudrais poser une question sur l'industrie. Est-ce qu'il y a une industrie, visiblement liée à l'agriculture, mais qui n'est pas forcément suffisante? Il y a des échanges, mais est-ce qu'il y a une autre source de revenus pour ce bonheur permanent? Non, c'est ça le problème, c'est qu'il y a très peu d'industrie. Alors on essaye de développer des sortes de parcs technologiques, mais ce n'est pas suffisant. Pour l'instant, c'est que le tourisme et l'hydroélectricité. C'est ça. Quelques petites industries. Et notamment, puisque les jeunes vont jusqu'au bac, puis ensuite ils s'en vont, est-ce qu'il y a une formation technologique, professionnelle, qui pourrait, disons, donner la possibilité d'avoir une industrie ou quelque chose qui pourrait... Bon, ils vivent en autarcie, mais... Ah oui, ils vivent plus en autarcie, d'accord. Mais qui pourrait peut-être donner une indépendance industrielle, pas industrielle, parce que ça risque de perturber complètement cet équilibre, mais de donner une formation, et pour que les jeunes aient cette formation à l'intérieur du pays même. Mais les formations ne manquent pas, et il y a des universités au Bhoutan, et s'il n'y a pas la filière qu'on recherche au Bhoutan, on va étudier en Inde en général. Donc, comme l'enseignement est en anglais, les Bhoutanais sont tout à fait aptes à aller étudier, faire des études supérieures partout ailleurs, en fait, dans le monde. Le problème, c'est qu'après, il faut pouvoir créer une industrie. Alors oui, il y en a qui reviennent, mais ils se trouvent face à un vide. Alors il y a notamment une initiative qui est assez intéressante de la Fondation Loden, qui aide les jeunes à créer leur emploi, en fait. Mais... Oui, parce que j'en fais partie. Cette fondation Loden, elle arrive, c'est formidable, c'est un bel exemple, comme tu en citais tout à l'heure, mais c'est 100 personnes dans l'année, et encore. Non, c'est ceux dont tu parlais à la fin, c'est-à-dire le Gelepu Mindfulness City. C'est-à-dire ce projet délirant de ce jeune roi qui est visionnaire, qui veut laisser sa marque. C'est un projet, il le dit, il le cache pas, c'est sur 40 ans, il est jeune, il a 40 ans, 43 ans, je crois. Et donc, c'est un projet délirant, mais qui est tourné vers le futur et qui veut justement retenir et même ramener au pays les 50 000 Bhoutanais qui sont partis depuis quelques années, entre autres en Australie, et qui renvoient bien sûr de l'argent à la maison parce qu'ils gagnent très bien leur vie, parce qu'ils ont été justement très bien éduqués, très bien formés, et que l'Australie avait fait un appel et avait besoin de ce type d'immigration. Mais maintenant, le roi veut les faire revenir à travers cette vie qui se veut, c'est à la fois un rêve utopique et à la fois quelque chose qui intéresse parce que c'est basé sur l'avenir, c'est-à-dire une ville qui serait à la fois une plateforme industrielle avec de la technologie, qui serait en même temps à utiliser de l'énergie verte, qui serait dans la plaine. Ça a des avantages parce que ça permettrait que cet aéroport qui est en construction, il est déjà même presque terminé, serait un aéroport, une base sur les longs courriers qui partent vers l'Asie du Sud-Est, donc ce serait un apport de taxes et bienvenue et permettrait à l'image d'un Hong Kong, d'un Port-Franc, d'un Singapour. Les Singapouriens aident beaucoup, conseillent beaucoup actuellement le développement au Bhoutan et permettrait d'offrir du travail à tous ces jeunes formés, brillants, techniciens, informaticiens et autres. Est-ce que c'est utopique ou pas? On le saura dans quelques décennies. D'autres questions? Attendez, je nous apporte un micro. Moi, je suis un peu surprise, ça vous dit qu'on peut se balader. Attendez. Je sais pas me servir d'un micro, je l'appelle. Non? Oui, on dit toujours, on peut se balader au Bhoutan sans avoir une femme seule, sans problème et tout. Mais vous savez, au Népal aussi,
C'est merveilleux, le Népal. Et les Népalais sont fantastiques. Ce qui ne va pas au Népal, c'est la surpopulation des touristes. Parce que, en fait, les Népalais, ils sont adorables. Et vous pouvez avoir un porte-monnaie perdu, ils vont vous le rapporter. Ce n'est pas les Népalais qui coincent, c'est la surpopulation de touristes. Quand vous voyez le bins qu'il y a partout, ne serait-ce qu'à l'Everest, où c'est pire que le Mont Blanc, là, je me demande comment on peut encore aimer Népal, alors c'est un pays merveilleux. Donc, moi, ce que j'ai peur, c'est que si vous faites trop de publicité pour le Bhoutan, dans 10 ans, c'est le même cirque qu'au Népal, quoi. Alors, rassurez-vous, vu le montant de la taxe, ça compte quand même... Oh, il y a des gens qui vont à l'Everest et qui sont riches et qui peuvent faire la même chose sans problème. Je vous assure. Non, je pense que la démarche n'est pas la même. Si, vous verrez. On va faire des Everest. C'est très à la mode, le Bhoutan. Moi, je connais plein de gens qui sont déjà allés et c'est merveilleux. Mais vous attendez comme ça 10 ans et vous allez voir, c'est le Népal. Plus. Merci. Eh ben, moi non plus. Merci à vous. C'est gentil, merci. Bah, oui, enfin, je voulais donc... Ah, bonne question. Excusez-moi, monsieur. Alors, Snafou. Désolé, Snafou. Est-ce que tu es prêt pour Snowman Trek? Monsieur le médian, là-bas. Snowman Trek, c'est vraiment un circuit. Voilà. Donc, je voulais dire deux choses. Vous n'avez pas, à mon sens, insisté assez sur la beauté de l'architecture des maisons et des dzongs. C'est extraordinaire. Ils sont situés dans des endroits pas possibles. C'est beau, c'est bon. Ça, c'est une première chose. Il faut y aller rien que pour ça. Et pour le Snowman Trek, moi, j'y avais été 20 ans. Notre problème, c'était que les yaks devaient se succéder de village en village, et on avait toujours un peu de l'angoisse à se dire, dans 5 jours, on change de yak. Ils étaient là ou ils n'étaient pas là. Et il y a 20 ans, il n'y avait bien sûr pas d'hélicoptère. Là, effectivement, on a fait venir nous une fois un hélico d'Inde, parce que ça s'est bien trouvé, mais sinon, il n'y avait pas d'hélico à ce moment. J'ai été avec Robert. Oui. Ouais, mon sujet, c'était le bonheur national brut, mais j'ai quand même signalé les hommes au début parce que je trouvais vraiment très original dans le pays. Voilà, mais c'était juste pas le sujet. Mais c'est vrai, vous avez raison, c'est magnifique et il y en a dans toutes les vallées et on a envie de tous les voir. En fait, je trouve que c'est pas lassant. En fait. Ils sont tous dans un environnement différent, ils sont différents les uns des autres, c'est vraiment très très beau en effet. Et les maisons, c'est vrai qu'il y a une cohérence architecturale qui est très plaisante et voilà, c'est tout simplement beau à voir. Vous avez raison. Tu veux rajouter quelque chose? Non, effectivement, ça nous transporte d'une vallée à l'autre, puisque c'était fait. En général, ils sont tous au sommet d'une colline ou d'une montagne, puisqu'ils avaient un rôle aussi stratégique de défense, pas uniquement un rôle administratif ni un rôle religieux. Donc, c'est en général des merveilles d'aller jusqu'en haut du Dzong et le point de vue. Et puis ça se recoupe dans l'habitat. Et l'habitat, dans chacune des maisons, on peut retrouver cette magnifique structure architecturale qu'on retrouve aussi différente au Tibet, mais qui prend une proportion vraiment particulière au Bhoutan, à tel point que, par exemple, des temples bouddhistes tibétains ici en France font tous appel à des menuisiers, à des peintres, à des artistes, à des artisans bhoutanais pour refaire leur temple encore aujourd'hui. C'est vraiment leur spécificité. Donc ça rejoint une question que j'avais posée. Est-ce que le patrimoine est préservé là-bas? Il fait partie du bonheur brut aussi? Ah bah oui, complètement. C'est ce qu'elle disait quand elle disait les 4 piliers du GNH, c'est ça. Et entre autres, un pilier qui est la préservation de la tradition, du patrimoine et de l'environnement. Vraiment. Et les deux géants, Inde et Chine, respectent cette spécificité? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de velléité d'invasion, il n'y a rien de... Ben ça, on n'est pas dans les secrets des dieux, c'est le cas de le dire, mais en tous les cas, ils font tout pour l'éviter.
et effectivement, c'est les tensions qu'on retrouve. Il y a 1,5 milliard de Chinois, il y a 1,5 milliard d'Indiens, mais il y a un petit pays qui est resté toujours indépendant et qui se fait fort de le demeurer. Et c'est entre autres pour ça aussi qu'on peut saluer, même s'il y a évidemment des critiques, parce qu'il n'y a aucun gouvernement idéal, on le saurait, n'est-ce pas? Mais il y a vraiment dans cette dynastie royale, la vision du troisième roi qui décide d'imposer à son pays de passer d'une théocratie à une monarchie, ensuite du quatrième de passer d'une monarchie à une monarchie constitutionnelle et ensuite de carrément laisser les rênes du pays à un gouvernement qui d'ailleurs, ils ont peut-être, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir Le Moine et le Fusil l'année dernière, qui est un film qui a fait pas mal de succès national, même en Belgique, chez toi aussi, et qui raconte justement les péripéties des élections qui arrivent dans des villages où ils ne comprennent rien, ils comprennent juste qu'ils se battent les uns les autres. Mais depuis, ils se sont tellement pris au jeu que tous les 5 ans, eh bien, ils élisent un nouveau parti, un nouveau gouvernement, parce qu'à chaque fois, ils trouvent que finalement, il n'a pas fait assez bien jouer son rôle. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Oui, c'est vrai. Mais pour revenir à votre question, il y a une très bonne, excellente relation entre le royaume du Bhoutan et l'Inde. Le Premier ministre indien a visité déjà 3 fois, Modi a visité 3 fois le Bhoutan, et la semaine dernière, il y avait le chef de l'armée indienne qui a été reçu en grande pompe à Thimphu. Une autre question ici. Oui, ce qui interroge, c'est que quand on voit la carte, on se rend compte que le Bhoutan ressemble un peu à la Suisse. Un petit pays coincé entre 2 grandes puissances. Si ce n'est que la Suisse est protégée, on parle du réduit suisse. La Suisse est protégée par les reliefs tout autour, alors qu'il semblerait qu'avec l'Inde, les obstacles ne soient pas suffisants, orographiques. Mais est-ce que les Suisses ont une tendresse particulière pour le Bhoutan ou pas? Parce qu'il y a vraiment une similitude réelle. Je vais répondre parce que j'ai beaucoup d'amis suisses qui ont épousé des femmes bhoutanaises. Il y a une très 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 bonne relation. Ils ont développé l'agriculture, c'est eux qui ont amené l'arboriculture fruitière, c'est eux qui ont amené la culture de la pomme de terre, parce qu'au Bhoutan on faisait du riz, du maïs, du sarrasin. Non, les Suisses sont magnifiquement respectés, il y a des relations. La preuve, c'est qu'ils ont une ambassade, une mission à Genève, qu'on n'a pas de mission bhoutanaise en France. Donc, au point de vue relation entre la Suisse, les Bhoutanais remercient tous les jours les Suisses parce qu'ils ont fait, au point de vue de l'agriculture, énormément de choses. Bien. Je voulais donc remercier Céline, et puis comme elle prépare son BTS bio, eh bien, Céline, dans 2 ans, je suis persuadée que quelqu'un dans la salle ira te rencontrer au Bhoutan, te dire bien, on s'était vu il y a 2 ans à Passy au Salon du Livre de Montreux. Merci. Donc, merci beaucoup. Tous nos voeux de succès. Merci à Jeanne et à Nafou d'être venus. Merci à Sabine et merci aussi à vous tous d'être venus pour clore ce salon du livre de montagne. Et peut-être la parole à Jeanne. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a un film bhoutanais qui va passer dans quelques jours au cinéma de Vox à Chamonix, parce que nous organisons pour la 2e année consécutive le festival du film de culture tibétaine, et nous avons sélectionné un film bhoutanais. Et donc, justement, réalisé par une jeune femme qui est dont le papa père est suisse et de maman bhoutanaise, et qui est devenue une grande réalisatrice au Bhoutan. Eh bien, donc, j'espère que nous le découvrirons l'année prochaine. Merci à vous tous pour votre présence ce soir. Allez faire un petit tour dans le salon qui va se terminer dans 1 heure. Merci encore pour votre présence.